est-ce que ces classes, ces pôles mis en place par Caillois nous servent à quelque chose? Est-ce qu'ils sont validés dans le jeu vidéo? Moi, je n'y attache pas plus d'importance que ça. Je pense que c'est juste des outils pour penser. Hein, et on voit, d'ailleurs, hein, on a vu dans l'exercice qu'on a fait ensemble que utiliser ces catégories nous permet simplement de pousser un petit peu l'analyse. C'est pas un outil de pensée, c'est pas prêt à penser. Hein, on ne peut pas l'utiliser tel que, d'autant que finalement, nous, avec le jeu vidéo, on va avoir besoin peut-être de concepts un tout petit... Quand on va étudier tel ou tel jeu, on va avoir besoin de concepts un peu plus fins. Vous avez bien vu, par exemple, moi je trouve que le concept d'agone, de compétition, il est tellement large, il met beaucoup de choses, il mélange beaucoup de choses, et donc il fonctionne bien, mais il fonctionne parce qu'il est un peu attrape-tout. Hein. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est au contraire, et on va pouvoir faire ça un peu plus finement, c'est les différentes manières d'affronter l'adversaire. Par exemple, comme on a vu, on voyait la question du tir, hein, dans le chamboule-tout. Voilà typiquement quelque chose qui est du côté de la gonne. Hein, mais il y a des tas de manières, différentes de tirer. Il y a des tas de manières différentes d'affronter l'adversaire. Donc ces catégories-là sont des catégories très générales qui nous aident à penser, mais qu'on ne peut pas appliquer de manière stricte avec le jeu vidéo. Maintenant, pour revenir au début de cette présentation, et je vais peut-être un peu m'acheminer vers la conclusion, hein, vous avez vu qu'on s'est situé avec Henriot et Caillois du côté de Jean, qui mettait l'accent moins sur l'analyse de la forme du jeu, de l'objet, sa structure, hein, de l'objet, que sur l'attitude du joueur. Bon, alors, en ce moment, c'est plutôt le courant dominant en France, hein, un peu un courant, la pensée française du jeu vidéo veut se démarquer d'un courant ludologiste nord-américain qui a plus tendance à mettre l'accent sur l'analyse de la structure du système, etc. Et donc, ça veut dire que ce courant français a quand même tendance à négliger l'analyse de la forme de l'objet. Hein. Bien sûr, nous avons besoin de ces concepts-là pour étudier des jeux qui sont des jeux sans objet, des jeux qui n'utilisent pas un jouet, une structure ludique préalable, un objet ludique dans lequel quelque chose est incrusté, se trouve sculpté dans la forme. Hein. Mais nous, avec le jeu vidéo, on a bien un rapport structure-expérience. Hein. Nous avons affaire à une structure qui est inscrite préalablement dans le programme et qui détermine étroitement l'expérience du joueur. Donc, on ne peut pas se contenter d'étudier, comme on aurait tendance à le faire si on prend au pied de la lettre,
je dirais, cette école française d'analyse du jeu, hein, on ne peut pas se contenter d'étudier en soi l'expérience. L'expérience, nous, ce qu'on essaye de faire, ce que je vous propose, hein, c'est de comprendre l'expérience en rapport avec la structure, hein, avec ce qui est déjà engrammé dans le programme, qui est inscrit et qui détermine étroitement le jeu. Ce point de vue-là, hein, il s'agit de passer peut-être d'une analyse du rapport du jeu vidéo avec le jeu. Ce qui nous intéresse, ce serait le rapport du jeu vidéo avec le jouet. C'est-à-dire là où on a un objet déjà présent qui à la fois contient des images du monde, une signification du monde, et en même temps des principes de manipulation, hein, et qui va déterminer un champ d'expérience. Hein. Donc, la différence avec un objet, hein, c'est que l'objet contient en soi les possibilités d'expérience, et qu'elles sont contenues dans la forme de la manipulation de l'objet. C'est pour ça que moi, comme je travaille avec vous, j'ai commencé à travailler avec vous sur ces questions de manipulation du rapport de main et de l'œil. Hein. C'est pour ça que je pense qu'il faut s'intéresser pas seulement au jeu en tant que système formel, hein, mais aussi aux jouets. Qu'est-ce que c'est des jouets? C'est des objets qui existent, des objets ludiques qui existent en volume, hein, et qui sont caractérisés par leur manipulation. C'est ça qui... Et donc finalement, les jouets qui nous intéresseraient le plus, moi, ceux qui m'ont, pendant toute une période, je me suis intéressé aux jeux vidéo à partir des questions de la poupée, de la figurine, de la marionnette, hein, c'est-à-dire toute une série d'objets qui vont délivrer leur sens au travers de la manipulation qu'on exerce sur eux. Donc peut-être que j'aurai l'occasion de revenir, c'est des vieux travaux que j'ai faits sur la marionnette et les personnages de jeux vidéo. Évidemment, ça ne concerne que certains types de jeux vidéo dans lesquels le rapport que le joueur a avec l'objet qui manipule est très proche de la marionnette. Hein, ça veut dire que je vais créer de la signification et créer des événements narratifs au travers de ma manipulation. Enfin, il y a deux sortes de marionnettes, vous savez, qui n'ont rien à voir. Hein. La marionnette que l'on manipule pour montrer un spectacle aux autres, hein, les copains, les parents réunis, et puis la marionnette auquel on assiste, le spectacle auquel on assiste. Et évidemment, moi, ce qui m'intéresse, c'est la marionnette que l'on manipule. Dans un jeu de plateforme, le rapport qu'on a avec le personnage du jeu de plateforme est quasiment identique au rapport qu'on a qu'a le marionnettiste avec sa marionnette. Ça veut dire que la seule chose que je puisse faire dans un jeu de plateforme, c'est manipuler ma marionnette. Je ne peux pas agir sur le monde, hein, je ne peux pas agir sur les objets, je ne peux agir sur le monde et sur les objets qu'en manipulant ma marionnette. Ce point de vue-là, hein, il y a tout un courant, allez voir aux États-Unis, je ne sais pas s'il continue, qu'on appelait New Puppetry, hein,
qui est dans cette idée que, qu'en quelque sorte, le jeu vidéo serait un nouvel art de la marionnette, une nouvelle new puppetry. Mais vous voyez, par exemple, les poupées, les différentes poupées inscrivent dans leur forme, dans leur matière, elles inscrivent une possibilité d'usage. Et la différence entre la peluche et le baigneur, quoi, la poupée en celluloïd, il y en a un qui est fait, il y en a un qu'on va pouvoir, qui détermine un champ de possibilités. Le baigneur, par exemple, je vais pouvoir le laver, l'habiller. La peluche va être plutôt, je vais pouvoir la caresser. La peluche est douce, etc. Alors évidemment, rien n'empêche le joueur de baigner sa peluche. Ça va être mouillé, ça va être dégueulasse, ça va mal sécher, mais je peux traiter ma peluche comme une poupée. Je peux mes petites figurines de chevalier, je peux prendre ma poupée et la transformer en chevalier. Je peux la faire battre. J'ai un ours, un petit ours gentil. Je peux tout d'un coup le mettre au milieu de mes petites figurines en plastique, au milieu du monstre, et le faire sortir de son usage. Mais on voit bien quand même qu'il y a un champ d'expérience qui existe préalablement, qui est un champ de possibilités qui est lié à la forme particulière du jeu. Bon, je vais m'arrêter là. D'abord parce que j'ai plus grand-chose à dire sur le sujet, sauf à rouvrir un autre thème. Et deuxièmement, parce que il est en début d'après-midi, vous êtes gentiment en train de dormir un petit peu, de vous endormir. Et donc, je me défile, c'est-à-dire pendant que vous dormez, je ne vous envoie pas un gros truc théorique. Et au contraire, je vous fais bosser, vous.